Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, bon mardi matin, j'espère que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas pognés dans le tunnel. Hippolyte Lafontaine, ça a l'air que c'est le méchant bordel, c'est pas drôle. Allez pas dans ce coin-là si vous pouvez l'éviter. Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Merci d'être là, Fred. Il est neuf le tunnel, touchez pas à ça, faites attention là. Il est fragile le tunnel. Il y a quelqu'un qui l'a accroché. Exact, il a accroché le toit du tunnel avec son véhicule. Bon là, c'est ça qui a causé toute la problématique qu'on vit aujourd'hui. Content de te voir Isabelle. Pareillement, c'est un début de semaine, petite semaine de 4 jours aujourd'hui. Sans doute avez-vous pu profiter de l'Action de grâce. Je vous ai écouté hier en reprise, Isabelle. Oui, j'ai bien aimé ça. On était bon? On était excellent. C'est excellent. Florence Lamoureux est avec nous également et toute l'équipe, bien sûr. On va vous présenter tout de suite notre premier sujet parce que ça va vous faire réagir. Puis, Fred, on va donner tout de suite un numéro de téléphone parce que je veux vraiment avoir vos commentaires là-dessus. Je suis sûre que l'histoire de mon invité, Julie Paquette, et de son père Oscar va vous toucher droit au cœur et aussi peut-être parce que vous le vivez, et si c'est pas vous, peut-être un de vos proches. Bref, on compte sur vous pour nous donner vos commentaires et anecdotes. Ça fait toujours jaser l'immobilier, là, on plonge là-dedans. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Je te laisse nous présenter l'histoire en question, Isabelle. En fait, c'est au-delà de l'immobilier, c'est vraiment le logement. On sait qu'on vit une crise du logement. Et là, c'est quand on est pris, dans le fond, dans une histoire avec un propriétaire qui a envie de profiter de cette crise de l'immobilier, cette crise du logement, pour évincer des locataires qui sont là depuis très longtemps. Et c'est vraiment l'histoire d'Oscar Paquette, qui a 92 ans et qui, depuis 2 ans, se bat avec sa fille, Julie Paquette, mon invitée. Merci beaucoup d'être là, Julie. Merci. Vous vous battez pour votre père parce que là, depuis 2 ans, nouvelle propriétaire. Pendant 17 ans, il a habité là. Votre père, ça allait bien. Je pense que c'est vous qui avez trouvé ce logement-là à l'époque. En fait, c'est ma sœur. C'est votre sœur. C'est ma sœur qui lui a trouvé en 2009, après avoir vendu leur maison de Pointe-Calumet. Ils décident de revenir à Montréal. Et ma sœur connaissait le propriétaire en question parce qu'elle travaillait au Centre Épique. Donc, il lui a trouvé ce logement-là qui lui convenait parfaitement avec ma mère. Et en 2009 et 2020, tout s'est super bien passé jusqu'au moment où est-ce qu'il y a une pancarte qui a été mise sur le terrain. C'était mis en vente. La propriétaire qui a acheté, on connaissait pas grand-chose d'elle. Elle ne s'est jamais présentée. Non? Non, on l'avait jamais rencontrée. Mais comment c'est fait l'échange de loyer, par exemple? Il n'y a pas un petit mot pour fallait dire... faire les chèques d'avance. Donc, on émettait les chèques un peu à l'avance. Et son conjoint, souvent... elle a toujours bien dû vous dire « Bonjour, je suis la nouvelle propriétaire ». Rarement. Il y a eu une occasion où est-ce qu'il y a eu un dégât au niveau du plafond lorsqu'ils faisaient des travaux dans un des logements supérieurs. On n'a comme pas eu le choix. Ils étaient sur place. Et c'est là qu'on l'a rencontré la première fois. Okay. Puis la rencontre s'est passée comment? Pas très bien. Pas très bien. Déjà, au départ, elle était souvent sur la défensive. On comprend pas pourquoi. Et mon père, lui, faisait ses petites choses jusqu'en 2023 où est-ce que, toc-toc à la porte, un huissier avec une mise en demeure. On souhaite que vous libériez le sous-sol et réclamait aussi un montant là, forfaitaire. Mais tout ça, le dossier, comme je vous ai dit, le dossier, il est encore là, au tribunal. Tribunal du logement, là. Exactement. Là, juste pour clarification, vous dites, bon, là, c'est un duplex, un triplex? Un triplex. Un triplex. Puis votre père habite le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée et il y a le sous-sol qui est inclus. Oui, depuis exactement. le début. Depuis le début. Et là, avec cette nouvelle propriétaire, sa prétention, c'est de dire le sous-sol n'a jamais été inclus. Exactement. Et c'est ça qui est débattu au tribunal. C'est ça qui a été débattu le 19 novembre dernier. C'était quand même une journée assez longue. On a essayé de tenter des négociations. Ça n'a pas fonctionné. La séance a eu lieu. Ça a duré 1 heure environ. C'était ajourné à une autre journée. Là. On Puis attend votre père encore. de 92 ans était là? Oui. Il ne peut pas attendre encore un autre 6 mois, un autre 12 mois. C'est beaucoup trop long pour lui. Et la juge a mentionné que ça prendrait peut-être 3 à 4 audiences. Oh mon Dieu, mais pourquoi?
Ils trouvent ça complexe. Parce que toujours mais il n'y a pas le premier bail. Vous n'avez jamais signé de nouveau bail avec cette propriétaire? Même que le propriétaire s'est présenté, l'ancien propriétaire. A témoigné en votre faveur? Pour dire le sous-sol, il était inclus. Exactement. Donc là-dessus, c'est simple, non? Il y a eu un amendement qui a été fait dernièrement, comme quoi que là, elle exige qu'il quitte complètement le... Là, c'est même au-delà du fait que le sous-sol est inclus ou pas inclus. On aimerait ça que vous débarrassiez, s'il vous plaît. Quelle est la raison? Moi, je présume, puis je ne veux pas aller dans des suppositions, là, mais moi, je présume que c'est pour faire de la rénovation et le relouer Airbnb. C'est à Montréal? Pardon? C'est à quel endroit? Dans Rosemont. Dans Rosemont, c'est interdit à Montréal, les Airbnb, désormais. Fait que c'est dans ses rêves, là. Ben, à moins que ça soit l'été. C'est complexe. Revenu Québec, c'était compliqué avec eux. Puis moi, je me cache pas non plus d'avoir fait une dénonciation. Ça va être même dans mon plaidoyer parce que je vais témoigner. Je le dis, là, j'ai les textos, pas les textos, mais les courriels à Revenu Québec et tout, là. Mais vous avez fait une dénonciation. À Revenu Québec? Oui. Et Elle a eu un permis pour louer, courte durée, prétextant qu'elle était propriétaire occupante, qui n'est pas le cas. Oh, OK. Ah, donc, elle ne vous aime pas beaucoup, là. Non. Ben, moi, je me demande aussi, il n'y a pas une loi qui empêche d'évicter les personnes âgées? Est-ce que votre père de 92 ans ne serait pas protégé par ça? Exact. Oui, vous avez raison. La loi Françoise David. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais elle ne s'appuie pas sur cette loi-là. Elle pense que tout est permis. Mais les gens sont drôles, Julie. Moi, ça, c'est les gens qui disent, mais il y a des lois, mais ces lois-là ne s'appliquent pas à moi. Même si, dans la loi Françoise David, effectivement, normalement, elle est faite, cette loi-là, pour protéger certains aînés des situations d'éviction comme celle que vit votre père Oscar. Mais il y a encore trop de gens qui ne sont pas au courant, qui sont sans défense. Vous, il est chanceux de vous avoir, Julie, parce que vous prenez le dossier, mais il y en a combien? Je ne sais pas s'il y a déjà des commentaires, Fred, mais sincèrement, il y a beaucoup de gens qui se sentent profondément démunis devant ce genre de situation-là. Oui, puis... Étant donné qu'il est vulnérable aussi. Puis âgé, on va dire, 92 ans, ça nous tente. On ne veut pas non plus qu'il soit aussi seul avec elle, avec cette personne-là, parce qu'on est comme un peu inquiet. Puis je pense, moi aussi, qu'elle ne pensait pas que mon père avait des enfants aussi proches de lui, qu'on est tout le temps là, à toutes les fins de semaine, on s'en occupe. Moi, je crois qu'elle pensait peut-être faire affaire. Que ça serait facile. Ça serait facile, oui. Et justement, il y a Alex de Montréal qui dit « Une chance que ce papa a un appui comme sa fille. » Alors voilà, ça transparaît là, déjà dans les gens qui nous écrivent. Il y a Marcel de Montréal qui dit « Mon nouveau propriétaire véreux a hérité du triplex de ses parents où je paye 950 $, un grand 5,5 et j'ai payé 800 pendant 10 ans à 3 reprises. Il a essayé de m'évincer sans succès. Résultat, j'ai gagné les 3 fois où j'ai passé en cours. J'ai 67 ans. La loi maintenant pour les 65 ans et plus ne peut être évincé, sauf si c'est pour un enfant ou sœur et frère. Il y a aussi une policière de Candiac qui m'écrit, elle dit « J'ai un peu plus de difficulté à comprendre là, pourquoi une personne qui soit âgée ou jeune pourrait bénéficier d'un loyer fixe pendant 17 ans alors que tout augmente. Hein? Les salaires augmentent, les taux d'intérêt augmentent, le coût de la vie augmente, mais on peut pas toucher un loyer pendant 17 ans. Elle dit « C'est quoi la limite là, qu'on peut augmenter pour quelqu'un? » Elle en renchérit en disant « Je peux pas évincer, je peux pas augmenter. » Donc, elle qui se sent un peu coincée là-dedans. On peut augmenter les loyers. Il faut l'augmenter selon les pourcentages recommandés par l'ancienne Régie du logement, le tribunal administratif du logement aujourd'hui appelé le TAL. Le propriétaire est tout à fait dans son droit de, selon ses dépenses, selon les calculs, puis le formulaire est très détaillé. Moi, je pense qu'il faut être transparent des deux bords de côté. Puis justement, on a Ty là, qui dit le propriétaire veut juste relouer beaucoup plus cher, dans le fond. Donc, au-delà du Airbnb potentiel, c'est peut-être juste d'avoir un loyer beaucoup plus élevé. Est-ce qu'il a été augmenté, votre père, au début, vous vous en souvenez-vous? Là, en 2009, combien il payait? Combien il paye aujourd'hui? Oui, il a été augmenté. Aujourd'hui, il est à 1138, je crois. Mais on va être honnête, le logement, là, c'est un vieux logement. La salle de bain est à refaire. Tout est à refaire dans ce logement-là, en partant de l'électricité, les planchers. Tout est à refaire. Il a toujours été augmenté, puis mon père a toujours accepté les augmentations. Une seule fois qu'on a refusé, elle ne s'est jamais présentée chercher la lettre et elle prétend qu'on a refusé. Mais oui, on a refusé, mais
c'était à vous d'aller chercher notre lettre et d'ouvrir un dossier à ce moment-là pour faire réajuster. Mais oui, je comprends le commentaire de la policière. C'est pas l'augmentation qui est en jeu là, présentement. C'est plus de ravoir le logement, le rénover. Peut-être pour en faire 2 logements, ça se peut. Moi, ou le louer 2000 $. Là. Nous, on nous a dit, parce que je vous ai mentionné que le 19, quand on est passé, on a eu une négociation. Et dans la négociation, c'était, oui, mais moi, si je veux le vendre, je pourrais pas le vendre avec un homme de 92 ans dedans. Donc, c'était ça son point. Dire, nous, on veut que tu quittes pour que moi, je puisse vendre mon triplex par la suite. Parce que c'est beaucoup plus alléchant pour un acheteur d'avoir un logement. Devant le juge au tribunal du logement? Bien, la juge n'était pas là. C'était juste entre nous. Là. D'accord. Ouais. Vous étiez en médiation, finalement. Exactement. Je pense qu'elle vous a... Parce que c'est un peu de l'agisme, sincèrement, dire ça. Non, mais c'est aussi le fait qu'elle sait que pour un investisseur, ça va être le problème de la prochaine personne de ne pas pouvoir augmenter le loyer. Donc, au-delà de l'agisme, là, c'est juste une question aussi économique. On sait que c'est plus difficile de vendre quand c'est déjà loué. Puis, encore, j'imagine en plus que c'est un loyer qui date de plusieurs années. Donc, c'est là où on sait qu'il y a un changement grave de marché dans les 5 dernières années. Donc, mais tu vois, ça, c'est juste des propriétaires qui achètent pour le... C'est l'appât du gain. Oui, exact. C'est l'appât du gain. Puis c'est ça qu'il faut questionner à un moment donné aussi. Là, justement, là, on a quelqu'un qui dit que sa tante vit ça. 72 ans, vit la même chose à Magog. Très stressant pour elle. Puis même si son entourage essaie de l'aider, c'est très stressant. Puis son beau-frère, qui est avocat, là, la personne qui nous écrit, a dû l'aider afin d'éviter l'abus car le propriétaire s'essayait. C'est ça un peu qu'on retient de l'histoire aussi aujourd'hui. Là. C'est qu'on sait qu'on veut tout utiliser pour s'essayer, pour gratter un peu. Puis bon, c'est des gens comme votre père qui doivent se défendre, même s'il n'y a rien demandé dans le fond. Là. Exactement, oui. Et vous avez même eu des offres, même certaines alléchantes, là, de la part de la... Ça a commencé avec 2000 $. Oui, ça a monté. À la farce, moi, j'ai dit on peut aller jusqu'à 100 000. Mais il y avait une offre qui était quand même... mais... Elle vous a dit combien? 35. Elle vous a offert 35 000 $ pour que votre père dégage. Exactement, mais connaissant le contexte... 35 000? Moi, j'étais assise à côté de mon père, puis ça, j'ai dit, oui, mais 35 000. Hey, 35 000 quand même. Puis moi, je lui ai posé la question, 35 000, est-ce que tu vas être plus heureux d'avoir 35 000 dans ton compte? Parce qu'il n'est pas riche, là, mon père. Il a sa petite pension de compte. Il travaillait dans la construction, il a sa petite pension. Lui, il était là, non. Il dit, je suis bien à la maison. Ouais. Je suis bien, là. Mais la propriétaire vous a offert 35 000 $ pour que votre père quitte. C'est quand même quelque chose. Oui. C'est parmi les gros montants que j'ai entendus. Là, mais est-ce que c'était quelque chose de réaliste? Ben, si elle le dit. Là. Puis, moi, je devine aussi que probablement que la maison prend 50 000 de valeur. T'imagines la valeur, t'imagines le fait qu'Oscar s'en aille. Une fois les rénaux, c'est sûr que le loyer double. Oui, mais moi, c'est plus au niveau de la confiance aussi. Moi, je fais pas confiance, là. Vous avez peur qu'elle paye pas, dans le fond. Exactement. Ouais. Puis même son avocat nous l'a dit, oui, mais vous mettrez une hypothèque sur l'immeuble. Mais oui, je vais quand même encore aller tirer de l'argent dans mes poches, payer un avocat pour qu'elle me paye. Donc, parce que vous avez pris un avocat, là, ça vous a coûté... On est avec Desroches-Mongeon. Et je pense que c'est plusieurs milliers de dollars, Julie Paquette, là, que vous avez payé. On est rendu presque à 8 000. D'où le GoFundMe que vous avez fait. Exactement. Oui. Pour vous aider un peu là-dedans. Les gens peuvent aller voir d'ailleurs, vous expliquer un peu la situation comme vous le faites aujourd'hui avec nous. Puis là, vous espérez que les gens vous aident un peu parce que vous n'y arrivez plus. Oui, c'est sûr que ça commence à être un peu dur sur le portefeuille. Là. Moi, je paie. C'est sûr que je dis pas que j'ai les moyens de continuer, mais je vais mettre tous les efforts. Ça fait 2 ans que j'ai mis ma vie en pause. Je n'ai pas été en vacances. Je me préparais d'avance à payer tous ces frais-là. Mais comme je disais à ma sœur, rendu au point où est-ce qu'on est rendu, c'est mieux de poursuivre, là, de continuer. Hein. Mais c'est quand même, c'est pas donné un avocat. Là.
Non, ben non, ça va vite, là. On va mettre le lien là, pour le GoFundMe de Julie Paquette qui raconte l'histoire de son père Oscar dans le lien de notre segment ensuite que vous pourrez réécouter et partager, je le souhaite, sur Cube et sur vos réseaux sociaux. On parlait de la loi Françoise David qui a été adoptée en 2016. C'est une loi, effectivement, qui modifie le Code civil du Québec pour protéger les aînés de ces évictions, ou en tout cas de ces tentatives d'éviction. Les critères, à l'époque, c'était qu'il fallait avoir 70 ans et plus, il fallait habiter le même logement depuis au moins 10 ans et il fallait avoir un revenu sous un seuil déterminé là, qui était évidemment pas très, très élevé. Est-ce que votre père répond à ces critères-là? Oui. Étiez-vous au courant de la loi? Oui, j'étais au courant, oui. Est-ce que c'était vous la pouvez première chose que j'ai fait. cette loi? Pardon? Vous pouvez la plaider, cette loi, j'imagine? Oui. Vous pouvez dire, il y a quand même cette loi-là qui protège contre les évictions, non? Oui, mais elle a donné d'autres contextes, donné d'autres... parce qu'elle a fait un amendement disant qu'il était agressif, qu'il était ci, qu'il était ça. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez... C'est public, hein? C'est quelque chose que vous pouvez aller voir, là, vous pouvez lire. Ce qui... je trouve que c'est épouvantable, là. C'est agressif parce qu'il est stressé, votre papa. Ben, mon père, il n'est pas agressif du tout, là. Du tout. Il est juste déçu. Ouais. Il est vraiment juste déçu. Mais... Puis c'est sûr que quand il ouvre la porte, il doit dire « Qu'est-ce que vous voulez encore? » Est-ce que c'est agressif ou juste un peu tanné de... Je pense qu'il est un peu tanné. Hein. Ouais, il n'adore pas. Il était même à un moment dépressif. C'est sûr qu'on a perdu notre mère en 2022. Là, il est rendu, il habite seul. Ça a un impact sur sa santé, vous trouvez? Énormément. Histoire? Vous l'avez vu un peu... Il a perdu énormément de poids. Non, ça le stresse énormément. Puis il comprend pas. Puis le 19 novembre, là, je le regardais, là, tout muni, là, en arrière du bureau. Il comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Moi, c'est venu me chercher. Il me disait, ça n'a pas de bon sens. Puis il était tout perdu, là. Oui, on a un avocat pour l'appuyer, mais... On a avec nous le directeur du volet habitation de Vivre en Ville qui a créé d'ailleurs le premier registre des loyers au Québec. C'était justement en 2023, la même année du début de votre problème. Julie, c'est Adam Mongrain qui est avec nous. Bonjour, Adam. Je sais que vous êtes là depuis le début à écouter l'histoire d'Oscar. Votre réaction sur cette tentative d'éviction là, qui dure depuis 2 ans là, avec des arguments de la part de la propriétaire. En même temps, on comprend que les propriétaires doivent avoir quand même le droit de disposer de leurs biens immobiliers. Mais il y a aussi des lois qui protègent certaines personnes âgées. On parlait de la loi Françoise David. Cette histoire-là, d'après vous, votre réaction par rapport à tous ces détails-là qu'on vient d'entendre? Plusieurs réactions. Premièrement, je dois dire, comme la personne qui a fait un commentaire un peu plus tôt, qui félicitait Mme Paquette pour tout son dévouement, tout l'accompagnement qu'elle donne à son père. On devrait tous être aussi chanceux, on ne l'est pas nécessairement. Je dirais que c'est un peu emblématique de la situation. Évidemment, là, on voit tous les détails, on a quelqu'un qui nous raconte exactement comment ça se passe, donc évidemment, c'est choquant, évidemment, il faut faire quelque chose, il faut intervenir. Ce qui se passe aujourd'hui, dont on entend parler avec l'histoire de M. Paquette, c'est quelque chose qui arrive quand même beaucoup. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'en parler et de défendre ses droits comme ça. Je trouve ça un peu aussi louable et aussi incroyable est-ce que ça peut être d'avoir quelqu'un qui se mobilise comme Julie l'a fait pour son père. Ça a demandé d'apprendre un paquet de choses que la majorité d'entre nous n'a pas besoin de savoir. On doit comprendre c'est quoi la loi Françoise David, on doit comprendre le marché immobilier, on doit comprendre le Code civil du Québec. Puis en ce moment, c'est un peu notre seul rempart pour se protéger en tant que société. Nous-mêmes et beaucoup de nos parents, il faut absolument connaître toutes ces choses-là pour essayer de faire fonctionner la loi. Parce que la loi, elle ne fonctionne pas toute seule. Puis je peux vous dire que quand moi, je suis invité à aller prendre parole devant des groupes de défense des personnes retraitées, par exemple, il y a énormément d'inquiétudes, puis il y a énormément de personnes qui se présentent dans des conférences avec des lettres qu'ils ont reçues de leurs propriétaires ou avec leur dernier bail, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à leur porte une journée, il a dit « Vous devez signer ça, vous devez partir, vous devez accepter une augmentation de 200, 300, 500 $. Et les personnes n'ont pas l'impression qu'ils ont leur mot à dire.
Si les personnes sont isolées, s'ils n'ont pas un réseau proche de famille, amis, des collègues qui sont là pour dire « Attendez, vous avez le droit de réfléchir, vous avez le droit de prendre votre temps, il y a des lois qui vous protègent. » Il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils n'ont pas vraiment le choix de dire non. Ils n'ont pas le choix de dire oui à l'offre de 2 000 alors qu'ils auraient peut-être pu avoir 35 000. Ils ne se rendent jamais aux 35 000 parce que ça dépend d'énormément de soutien et de savoir pour être capable de se défendre en ce moment. Pourtant, il y a la clause G aussi dans le bail. C'est étonnant, il y a un sondage dernièrement qui disait que 80% des locataires sont même pas au courant de ce que c'est que cette fameuse clause G. Pourtant, à chaque fois qu'on parle de rapport de baux et de rapport entre locataires et propriétaires, on arrive souvent avec l'explication de la clause G parce que c'est important. La clause G fait en sorte qu'on est au courant du dernier loyer payé. Donc, c'est quand même un bon barème. Là. Si tu vois que celui qui était là avant toi payait 1000 $, puis toi, tu as 1500, là, on peut refuser d'ailleurs, Adam, on peut dire, ben non, 500 $ d'augmentation. Avez-vous fait des travaux? Avez-vous fait de la rénovation pour justifier ça? Il y a moyen de discuter. Mais ce que vous nous dites, Adam, c'est que les gens ne se sentent pas habilités à discuter, finalement. Tout à fait, mais c'est pas pour rien que ça a coûté si cher d'avocat dans le cas présent. C'est qu'il faut savoir énormément de choses et la majorité d'entre nous, heureusement, on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Mais ce que moi j'entends dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui va arriver à de plus en plus de gens et de plus en plus de gens qu'on connaît. L'Observatoire des inégalités vient tout juste de publier une note qui dit qu'il y a en ce moment au Québec 300 ménages de personnes aînées à la rue. Puis c'est relativement récent. Là, quand on demande aux personnes qui sont en accompagnement en ce moment pour se reloger, pourquoi n'êtes-vous plus dans votre ancien logement? Ce n'est pas des gens qui sont nés dans la rue, là. C'est des gens qui se retrouvent dans la rue et disent de plus en plus, ben, c'est une reprise de logement, c'est une éviction, c'est une hausse de loyer que je n'ai pas pu contester. Donc, on voit la pointe de l'iceberg en ce moment, mais l'iceberg est très gros sous l'eau. Il n'y a pas quand même un élastique là, qu'on a comme étiré peut-être un peu trop. Il y a un commentaire là-dessus, Fred, de quelqu'un là, qui parle de logement dont les loyers seraient rendus un peu trop élevés puis qui restent vides. Ben, c'est Martin qui dit que dans le fond, en haut de 1200, c'est difficile de louer. Donc lui, il l'accuse, là, il prend la théorie du Airbnb légal ou non. Là, il accuse la propriétaire de faire ça. Lui aussi, c'est le cas de Martin. Sinon, il y a Donald qui dit « J'ai 60 ans et quand j'étais jeune, on achetait ou on bâtissait un bloc. C'était pour 20 ans minimum avant de le revendre. Maintenant, c'est 5 ans. Alors imaginez les augmentations de loyer. Ça revient sur la question là, économique qu'on décrivait à l'instant. Linda dit « Ouais, le 35 000, ben, il risque de perdre son allocation d'aide au logement. Le prochain loyer va être plus élevé. Il va en avoir pourquoi 2-3 ans avant de se retrouver dans la rue. » C'est ce que Linda craint. Puis, côté ressources aussi, il y a Marcel de Montréal qui dit « Les comités de logement de chaque arrondissement sont une excellente aide pour se défendre et calculer l'augmentation avec le calculateur. » Alors, il y a quand même des ressources là, qui existent. Là. Mais Adam, dans l'histoire de Julie et de son père Oscar, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait avoir gain de cause? Il pourrait avoir gain de cause de ce que vous en savez? Puis l'idée des comités logement là, qui peuvent vous aider, ça peut être une bonne chose, effectivement, là, mais est-ce que ça vous paraît une cause évidente? Sur la base des faits rapportés, c'est illégal en tout point. La tentative d'éviction ou de reprise de logement en ce moment, elle ne pourrait pas être plus clairement illégale. Donc, selon les faits rapportés, j'aurais l'impression que ça va nécessairement se solder par une victoire pour Julie et son père, mais à quel coût? Je veux dire, le fait que ce soit une victoire annoncée, ça rend pas ça correct parce que pendant tout le temps que c'est en cours, bien évidemment, ça provoque énormément de stress. Il y a des histoires à briser le cœur qu'on a entendues des dernières années, des personnes qui voient ce combat-là devant eux puis qui baissent tout de suite les bras parce qu'ils n'ont pas en eux d'être dans une situation où ils se sentent vulnérables par rapport à un propriétaire qui peut faire de l'intimidation. Il y a des travaux qui sont faits de façon un peu garrochée pour essayer de rendre la vie difficile aux gens. Donc, oui, j'ai confiance que dans ce cas-ci, comme c'est déjà judiciarisé, comme il y a déjà un avocat impliqué, évidemment, Julie, son père, va avoir un gain de cause. C'est ma prévision. Ça ne veut pas dire que c'est heureux, c'est comme situation. Et j'insiste, en ce moment, on va continuer à voir ces choses-là. On entend parler d'un cas comme ça aujourd'hui, ça capte l'imagination. Ça arrive plus souvent et à plus de gens que vous pensez. Puis si on ne change pas la manière dont on gère ces choses-là au cas par cas, mais tout le monde s'attendre à avoir un appel catastrophé de son père ou sa mère. Mais qu'est-ce qu'on doit faire?
comment peut-on changer ça? Comment peut-on freiner justement l'appétit vorace de certains propriétaires? Je dis certains parce qu'ils sont pas tous comme ça. Je pense que c'est vraiment pas tous les propriétaires qui sont avides comme ça de faire du gain à tout prix sur le dos des gens. Là. Je pense qu'il y en a aussi qui ont un sens communautaire puis qui disent, bon, ben, tant que j'arrive quand même dans mes frais, parce qu'on veut pas payer pour le loyer de notre locataire quand même, là, mais de là à s'en servir comme d'un moteur d'enrichissement. Déjà que l'immeuble, de toute façon, à la base, c'est un enrichissement. Donc, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dirait qu'on en parle depuis plusieurs années, là, et on n'en vient pas à bout de ces tentatives d'éviction. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je veux pas vendre du rêve. Une des choses qui ferait une différence, c'est qu'en ce moment, au Québec, quand quelqu'un vit une reprise de logement, c'est pas nécessairement quelque chose qui rentre dans les livres. On n'a pas un système qui oblige les demandes d'éviction et de reprise de logement à passer à travers le TAL. En fait, ça se rend au tribunal administratif du logement seulement quand la personne qui reçoit l'avis de reprise de logement conteste. En Ontario, par exemple, si on veut évincer quelqu'un, il faut tout de suite demander au tribunal administratif du logement, dire « je suis propriétaire de telle adresse et je veux évincer telle personne ou je veux reprendre tel logement ». Donc, avant même que la personne soit avertie, il y a une trace écrite, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Puis à ce moment-là, mais le dossier serait déjà ouvert, par exemple, pour mieux faire respecter la loi Françoise-David, ça faciliterait les choses. Ensuite, ça ne sera pas une surprise pour vous d'entendre dire que j'ai l'impression qu'un registre des loyers, ça aiderait, parce que ça pourrait aider à stabiliser les loyers entre les locataires. Puis c'est beaucoup entre les locataires qu'on voit des hausses très marquées. Et une des raisons pourquoi c'est si intéressant en ce moment, justement, de faire pression sur des gens comme ça, un peu vulnérables, c'est qu'on sait que ça ne sera pas dur de doubler, tripler le loyer. Parce que la loi qui est supposée empêcher ça d'arriver, elle ne fonctionne pas. La raison pour laquelle elle ne fonctionne pas, c'est que l'information n'est pas disponible. Vous le dites très justement, il y a seulement 20% des locataires au Québec qui connaissent le montant payé par le locataire précédent. C'est de l'information qu'on pourrait dire, on la rend disponible pour tout le monde. Ça aura pas mais c'est pas au goût, Adam, sur le bail, là. C'est pas au goût, là, je le mets ou je le mets pas, là. C'est obligatoire de le mettre, non? C'est absolument obligatoire, mais il n'y a personne qui surveille. C'est la raison pour laquelle, quand on met des caméras qui donnent des contraventions automatiques à certains endroits, les autos finissent par ralentir. Parce qu'il n'y a pas de manière d'espérer que cette journée-là, la police ne regarde pas. On a un système un peu dans les baux au Québec qui espère que la police regarde. Ou quand on est victime d'un préjudice, quand il nous arrive quelque chose de pas correct et qu'on s'en rend compte, il faut qu'on soit des experts en droit québécois et que là, on entreprenne toutes les démarches nous-mêmes à nos frais, peut-être accompagné d'un avocat qui nous coûte très cher, pour faire respecter nos droits. Puis évidemment, il y a beaucoup de délinquance à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de surveillance automatique. Aux endroits où est-ce qu'on veut voir des résultats, on s'assure de surveiller tout le monde. C'est pas que tout le monde est une mauvaise personne. Dans le même sondage où on a appris les statistiques sur la clause G, on a appris que la très grande majorité des locataires québécois disent avoir des bonnes relations avec leurs propriétaires. Oui, heureusement. Heureusement, les propriétaires, ce n'est pas une catégorie de personnes qui sont toutes mal intentionnées, mais il y a des brèches dans notre système légal qui permettent de faire du profit sur le dos des gens. Puis, si on veut voir des changements dans les histoires dont on entend parler dans les journaux ou dans nos vies, il faut changer ces brèches-là. Il faut colmater les brèches pour se donner des systèmes qui protègent pour de vrai toute la population. On a Benoît, un auditeur qui nous appelle. Bonjour, Benoît. Salut, ça va bien? Oui, on écoute votre histoire. Moi, en 2022, j'ai été évincé de mon logement après 14 ans. Puis, quand j'ai passé au tribunal administratif du logement, je devais aucun loyer. Ils connaissaient déjà le juge, qui était pas impartial du tout. Je n'ai pas pu m'expliquer rien. Ils ont dit que je payais mon loyer le 2 ou le 3 des fois à chaque mois. Mais, vu que je suis sur la CNSST, j'avais une entente avec eux que je le payais le premier jeudi de 2 semaines tout le temps. Depuis 14 ans. Ça a tout le temps fonctionné. Ouais. Ils ont apporté ça à la régie comme quoi j'étais en retard. Ils m'ont évincé. Puis ils ont gagné tout de suite. Ah ouais. Puis le loyer je payais 1150. Puis le mois d'après, il était à 1975 son loyer. Tu sais, puis il a dit ils ont mentionné au tribunal que ça lui créait un gros stress que je paye le 2. Ouais. Ils ont gagné avec ça. Tu sais, c'est le juge, j'ai même pas pu m'expliquer. J'ai pas pu rien dire là-bas. Parce que c'était marqué sur votre bail que ça devait être payé le premier de chaque mois, c'est ça?
En plein ça. Ouais. Mais j'avais aucun loyer en retard, jamais. Ouais. Mais à un dès moment qu'on donné, déroge, là, c'est là l'espèce de petit, en anglais, le loophole. Dès qu'il y a une accroche là, où on peut, tu peux te pogner après quelque chose pour dire, là, il y a un vice. Là. Tu peux en inventer, puis tu peux t'essayer, ou tu peux en trouver un locataire qui paye une journée en retard, il est à défaut. Tu peux aller plaider ça devant le tribunal administratif du logement. Vous avez retrouvé un logement plus cher, j'imagine, Benoît. Ça... Ben oui, à 1600 $. Ouais. J'ai pas le choix. Ouais. Tu sais, c'est un peu de l'abus, j'ai trouvé, tu sais, quand même, quelque part. J'ai toujours payé mon loyer. Mais ils voulaient m'évincer pour augmenter le prix. Ils ont réussi. Merci, Benoît. Merci beaucoup de votre appel. Plusieurs Fred. témoignages d'humanité là, qui sont solidaires avec l'histoire de notre invité. Bon, il y en a d'autres qui sont aussi là, soucieux des propriétaires. Là. Quelqu'un qui nous écrit « Les propriétés sont rendues si chères et les taxes, c'est fou qu'il faut qu'on paye toujours. Ça, c'est toujours la faute des propriétaires. Mais pourquoi c'est rendu si cher et les taxes qui augmentent sans arrêt? » Mais ça, c'est un fait. Ça, Ouais. c'est un fait. Mais après, il y a la notion de combien d'argent tu veux faire sur le dos de tes locataires. Ouais. C'est plus ça qu'est le débat. Là, et c'est ça que je trouve qu'à un moment donné, il faut comme propriétaire que tu dises, ben ça paye mes frais. Et moi, je pense que si tu fais tes frais, c'est correct parce que l'avantage d'être propriétaire, c'est sur la plus-value que tu vas faire avec ton immeuble. Faire de l'argent sur le dos des locataires, moi, je trouve que ça se fait pas. Tu peux faire 20$, là, on s'entend, là, mais de là à faire... parce qu'on n'y arrivera jamais sinon. Il faut qu'il y ait comme un changement de mentalité. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir des grands consortiums d'entreprises qui font de la location. Ce qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs. C'est ça l'enjeu. Et je pense qu'Adam Mongrain, en terminant, va peut-être vouloir enchérir là-dessus rapidement. Adam? Oui, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison. En fait, les gens se sont mis à payer de plus en plus cher pour des immeubles qu'ils ne valaient pas. Parce qu'un peu, quand tout le monde le fait, c'est dur de remettre ça en question, mais dans les milieux immobiliers, ça fait longtemps qu'on le dit, cash is king. On n'est pas supposé acheter un immeuble qui n'est pas rentable selon le montant qu'on paye, mais c'est comme quelque chose qu'on a oublié dans les 10 dernières années. Les immeubles, au lieu de s'acheter 14 fois les revenus, 12 fois les revenus, se sont mis à se vendre 20 fois les revenus, 21 fois les revenus. Puis évidemment, si on paye si cher que ça pour acheter notre immeuble, bien, il est tout de suite dans le rouge. Exact. C'est une mauvaise business. C'est pas une bonne manière de faire de l'argent parce qu'on remet toute l'obligation de payer aux personnes qui sont en place, puis eux, leur qualité de vie, c'est pas amélioré, c'est juste le nom du propriétaire qui a changé. Et c'est ça l'enjeu. C'est que c'est pas un modèle d'affaires viable. Et parce que sinon, ben, tu vas t'attaquer à la personne qui est en dessous puis qui n'a pas les moyens. Donc, d'où la situation de notre crise du logement qui nous amène à la crise de l'itinérance, hein? Parce que l'un est très lié par rapport à l'autre. Adam Mongrain, merci beaucoup, directeur du volet habitation de l'organisme Vivre en Ville. Merci beaucoup, Julie Paquette. Bon courage à Oscar. On ne le connaît pas, mais on y envoie toute notre empathie. Puis tenez-nous au courant de cette lutte que vous menez. Et puis, on vous souhaite bonne chance. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Isabelle, la justicière. Ben non, mais tu sais, puis on poursuit parce qu'on va parler d'entêtement. Ouais. J'ai quasiment dit entêtement, mais c'est de l'endettement. Ouais. Mais il y a de l'entêtement des fois là-dedans. C'est vrai. On en jase tout de suite après.